Vendredi 11 septembre se déroulaient à Herlisheim dans le Bas-Rhin les rencontres organisées par le comptoir agricole autour de la ressource en eau. 7 ateliers et 2 démonstrations ponctuaient la visite proposée par petits groupes à la centaine de visiteurs présents. La thématique de l'eau s'entendait aussi bien sur la ressource disponible, à surveiller au travers de stations météo connectées par exemple, que sur son manque répété et donc sur les stratégies d'esquive à adopter potentiellement. Quand on parle d'esquive, on va quand même d'abord un petit peu parler du maïs, puisque aujourd'hui le maïs est une culture de printemps et on a des alternatives qu'on est en train de travailler pour essayer d'esquiver le stress hydrique qu'on peut avoir au moment de la floraison et du remplissage du maïs. Alors ces stress qu'on essaie d'esquiver, ça va être la densité de semis, ça va être la date de semis, ça va être la précocité à la floraison, et ça va être aussi la tolérance génétique, puisqu'il y a des comportements différents d'une variété à l'autre. Et quand on actionne ces différents leviers, on a déterminé, nous, que des floraisons précoces avant le 15 juillet permettent d'esquiver un stress hydrique qui très souvent commence à apparaître à partir de cette date-là. Et ça, actuellement, on est en train de le travailler sur le maïs, d'actionner ces différents leviers pour quand même maintenir à un certain niveau le revenu de l'agriculteur avec du maïs. On est même en l'occurrence en train de travailler un maïs ultra précoce qu'on va laisser sécher jusqu'au bout, jusqu'à l'humidité idéale qui est de 15%. On va peut-être perdre en potentiel, mais le cycle est tellement avancé qu'on devrait économiser en eau. On perd en potentiel comme je l'ai dit, mais on peut aussi économiser en charge et au final, on peut quand même encore avoir un résultat positif pour l'agriculteur. Alors une autre alternative pour esquiver un petit peu ce stress hydrique, on est en train de retester à nouveau des cultures de printemps, mais qui sont différentes, à savoir le tournesol, le soja et le sorgho. Alors pourquoi ces trois cultures-là? Déjà, elles sont un petit peu moins consommatrices en eau, même si leur besoin va être important également à la floraison, comme pour le maïs, et les floraisons coïncident à peu près au même moment que le maïs. Par contre, les besoins à ce moment-là, les besoins instantanés, sont légèrement plus faibles. Donc ça permet en partie de consommer moins d'eau, et lorsqu'on a des périodes plus critiques où on manque sérieusement d'eau, ces cultures peuvent un peu mieux passer un certain cap au niveau des stress. Malgré tout, il faut quand même le retour des pluies, comme pour le maïs, pour terminer l'élaboration du rendement. Un autre atelier concernait la ressource en eau souterraine et plus particulièrement les zones de captage prioritaires. Le comptoir étudie actuellement de nouveaux outils arrivant sur le marché, ainsi que la solution de désherbinage. Nous avons mené des essais pendant 2 ans pour voir la faisabilité. Et la problématique, c'est non seulement la machine, l'investissement, ça évidemment c'est toujours vu, mais derrière tout le travail supplémentaire que ça représente en termes de temps pour l'agriculteur, mais également en termes d'énergie, parce qu'on va mettre du gasoil, et puis en termes de traction, parce qu'il faut un tracteur devant la machine. L'idée, c'est quand même de regrouper tous ces coûts, de les évaluer, c'est le travail qu'on vient de finir, et ensuite de mettre en place un système qui permet de façon clé en main de traiter un hectare de maïs ou plusieurs hectares de maïs de façon prestée, parce que c'est quand même beaucoup de temps et l'agriculteur n'a pas forcément le temps à ce moment-là, de façon prestée pour obtenir un désherbage complet et efficace sans utiliser trop de phyto. Les quantités de phyto utilisées sont divisées par 2 ou par 3. Tout ça, c'est en plus de tous les programmes alternatifs qu'on a sur les zones prioritaires, sur lesquelles on n'utilise plus les molécules qui percolent facilement, comme le métolachlore ou le nicosulfuron. Le comptoir va se positionner comme maître d'œuvre et comme prestataire de prestations de désherbinage. Alors évidemment avec des entrepreneurs, évidemment peut-être avec des CUMA, mais il s'agit vraiment de collationner l'ensemble de la prestation, de la suivre, de la tracer, de vérifier, de régler les machines, parce que ça demande du RTK, ça demande de la caméra, donc du suivi, et donc amener son savoir-faire pour le comptoir. On est en phase de développement et de mise en place, sachant qu'une machine ne peut pas traiter 500 hectares. Une machine va pouvoir traiter peut-être 150 hectares. Si on veut intervenir sur les 3000 hectares concernés dans les zones de captage, il va falloir un parc de machines et pas une machine. La montée, elle doit être progressive, en rampe,
2 machines la première année, 5 machines la deuxième année. Il faudra aussi mettre les prestataires en face. Donc c'est un vrai chantier de fond, mais auquel on croit vraiment parce qu'il y a un vrai levier sur l'amélioration de la qualité de l'eau. Et si on arrive à positionner cette solution sur 80% des surfaces au-dessus des périmètres prioritaires et des aires d'alimentation prioritaires, on aura fait un vrai boulot et on assure l'avenir de la qualité de l'eau sur ces zones-là. Une démonstration dynamique présentait également un geste simple, réalisable à moindre frais par tous les détenteurs de pulvées, le remplacement des buses classiques par des buses antidérive à injection d'air. Un grand nombre d'agriculteurs sont assez méfiants de changer les buses puisque c'est une opération qui est très très délicate, la pulvérisation. Et une fois qu'ils ont bien calé leur matériel, ils préfèrent rester sur leur base. Or, ces nouvelles buses font une vraie différence par rapport à la dérive. Donc on a ici sur cet exemple-là l'agriculteur qui a le même calibre de buse, mais du côté gauche de sa rampe ce seront des buses classiques et du côté droit de la rampe ce seront des buses à injection d'air basse pression. Donc il va travailler à 110 litres hectare avec une pression de 2,4 bars pour 10,5 km/h. Et on verra qu'entre les deux types de buses, on aura un calibrage de gouttelettes plus grand en antidérive et ça permettra de mieux toucher la cible et avec une bonne répartition. Au contraire, avec les buses classiques, on a des gouttelettes qui sont plus fines, qui vont même à la dérive. Ça veut dire que ce sont des gouttelettes d'un diamètre de moins de 100 microns et donc dans ce cas-là vous n'allez pas bien toucher la cible et il y a une perte de matière active qui ne touchera pas notamment l'adventice ou le ravageur. Depuis quelques mois, il y a une nouvelle réglementation par rapport aux habitations, on appelle ça la ZNT riverain, et qu'un agriculteur qui utilisera des buses antidérive à injection d'air reconnues pour cette ZNT-là pourra se rapprocher des habitations à une hauteur de 3 mètres. Normalement, la réglementation dit 5 mètres, mais à partir du moment où on utilise ces types de buses, on pourra se rapprocher à 3 mètres, puisqu'il y a vraiment une vraie efficacité par rapport à la dérive. Enfin, un dernier atelier évoquait l'importance de la matière organique au travers de 2 composts, l'un à base de fumier de cheval enrichi de cendres de fientes de volaille et l'autre mélangeant du compost de poules et de cochons. Et je ne sais pas pour vous ce que représente la matière organique, mais c'est le principal acteur de vos sols. C'est ce qui retient l'eau, c'est ce qui fait que vous minéralisez, c'est ce qui fait que vous retenez les alluvions, c'est ce qui fait que vos produits de traitement sont mieux digérés. Il y a plein d'arguments pour que les taux de matière organique soient maintenus, et surtout dans l'agronomie. Et demain, vous allez voir, on va vous demander de stocker du carbone dans vos sols et ça passera par les apports de matière organique. Alors le comptoir a fait le pari de faire venir des composts de Hollande par la société Comef. Et pourquoi la Hollande? Parce qu'aujourd'hui la Hollande est le seul pays proche de nous qui exporte leur compost. Il ne s'agit pas de mettre un compost une fois dans sa vie. Il s'agit d'en mettre régulièrement dans ses sols.